Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents. Nous sommes ravis au niveau de la commission fiscale du MEDEF 31 de vous accueillir lors de ce webinaire. Alors, c'est toujours très bizarre de parler à un ordinateur et de savoir qu'il y a des gens qui regardent. On va passer ensemble 1 heure et demie. Ça va être une matinée agréable. Le dernier webinaire que nous avions produit, c'était celui de janvier concernant la fiscalité locale. Et là, nous allons traiter d'un sujet qui est quand même très important pour les entreprises et qui est très important pour ce semestre 2021, qui est le contrôle fiscal des entreprises. Et l'objectif, c'est comment s'y préparer. Alors, je me présente, je suis Christian Carcy du cabinet Juris, spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale. Et autour de moi, j'ai mon équipe favorite. Donc autour de moi, il y a 4 ténors du barreau de Toulouse qui pourront répondre à vos questions sur cette problématique. Elles sont membres permanentes de la commission fiscale. Toutes, elles sont tout aussi passionnées que passionnantes dans leur domaine. Elles œuvrent auprès de vos entreprises très régulièrement. Donc, Maître Martine Drevet-Lapassade, qui est avocate au cabinet Fidal. Maître Irène Guadziou, qui est avocat associé. Maître Amigo Annick, qui va nous rejoindre, qui a un petit problème technique, qui appartient au cabinet Azam et Cottage. Et Estelle Michelotti, qui est avocate au cabinet PwC. Toutes les 4 seront présentes et nous proposerons, dans des domaines différents, de faire un éclairage sur cette problématique du contrôle fiscal. Alors voilà, chaque thème va durer à peu près une dizaine de minutes. Pour que l'on puisse travailler correctement, ce que je vous propose, c'est que vous avez un chat sur votre droite et de poser vos questions et nous répondrons à ces questions à la fin de notre intervention. Autre peut-être au niveau de l'organisation également, si vous avez des questions et que ces questions-là vous les avez pas en séance, sachez que nous avons maintenant au niveau de la commission fiscale donc un email et vous pourrez répondre, poser vos questions de façon différée et nous y répondrons. Alors, pourquoi nous avons choisi, voilà, tout le monde est bien installé, tasse de café ou de thé. L'objectif, c'est que ce soit convivial. C'est vrai que nous adorons cette matière-là, la matière fiscale. On essaie de faire partager cet amour auprès de vous. Et c'est vrai que c'est un domaine qui nous semble important au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est un domaine dans lequel il faut comprendre et essayer d'investiguer comme il faut cette problématique. Alors, le contrôle fiscal, alors chaque fois vous allez avoir ce PowerPoint que je vais faire défiler. Bien sûr, tout ne se trouve pas sur le PowerPoint. Celui-ci, vous l'aurez donc à la fin de la session. Et prenez des notes aussi si vous le souhaitez, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dira de façon orale. Hein. Alors, au niveau du menu qu'on vous propose, donc c'est dans un premier temps, je vous ferai donc un petit contexte sur cet exercice 2021 qui est quand même assez particulier suite à 2020 et la crise sanitaire. Martine prendra la parole concernant les sources de renseignement de la DGFiP. Vous allez voir que ça devient très étonnant. Concernant la juste évaluation dans les opérations, Irène vous informera sur l'importance de la justesse de vos déclarations. Annick Amigo, qui va nous rejoindre, s'occupera donc de la récurrence des méthodes. Alors, c'est très barbare, mais vous allez voir derrière se cachent des choses très concrètes. Et Estelle évoquera de façon très précise le formalisme des factures, qui est un classique sur lequel beaucoup d'entreprises se font cueillir, on va dire ça comme ça. Et je terminerai cette matinale par une petite conclusion et nous essaierons de faire tout tenir dans 1 heure pour vous libérer pour 10 heures. Alors, le contrôle fiscal, pourquoi on en parle maintenant? C'est une idée que nous a soumise Martine. C'est pas pour rien parce qu'en fait, la saisonnalité, vous allez voir, elle est très importante. Alors, le contrôle fiscal, en effet, pour l'entreprise, c'est quand même la tuile. Hein. Ça va vous demander du temps, des ressources, c'est stressant, c'est chronophage. Et donc, quand ça arrive, c'est pas très plaisant pour le chef d'entreprise parce qu'on avait quand même autre chose à faire. Il faut savoir qu'une entreprise est à peu près contrôlée en France tous les 9 ans
Et il faut savoir que même lorsque votre société a été subie une liquidation, vous n'êtes pas débarrassé du contrôle fiscal puisque 3 ans après cette liquidation, l'administration fiscale peut vous demander des comptes en matière fiscale sur votre société. Et donc, c'est important de préparer, anticiper et limiter les risques. Il faut vraiment que vous ayez une cartographie précise de quels seraient les risques potentiels concernant votre entreprise. Alors, l'administration fiscale, elle peut mener 2 types de contrôles. Alors, il y a un contrôle qui va être indolore pour vous, qui s'appelle le contrôle interne, contrôle sur pièce, où là, en effet, l'entreprise n'est pas sollicitée. C'est-à-dire que l'administration fiscale va faire des contrôles sur les déclarations et va vérifier la cohérence entre les différentes informations qui émanent de votre entité. Et après, il y a le deuxième contrôle que vous avez peut-être déjà connu, que vous allez peut-être connaître, qui est le contrôle externe, appelé vérification de comptabilité, où là, en l'occurrence, vous êtes prévenu en l'amont, et là, vous avez un contrôleur ou des contrôleurs qui se rendent dans vos locaux et qui viennent vérifier et qui vous demandent différentes pièces pour voir la justesse de vos différentes déclarations. Voilà les 2 types de contrôle que l'administration fiscale met en place. Alors, ces contrôles fiscaux, ils ne se font pas comme ça, on ne revient pas comme ça sur vos exercices il y a 10 ans. Il y a des règles très, très strictes et il y a notamment un délai qui encadre en effet ces contrôles fiscaux. Donc, la prescription fiscale, puisque ça s'appelle comme ça, peut être de 2 ans, 3 ans, 6 ans et même de 10 ans à compter de l'année qui a généré donc les revenus. En général, cette prescription, elle est de 3 ans. C'est vrai pour l'impôt sur le revenu en qualité de particulier. Elle est vraie aussi, elle est de 3 ans également pour l'impôt sur les sociétés et également pour la TVA. Alors, ce délai de prescription du contrôle fiscal s'applique également pour d'autres impôts ou taxes. C'est vrai pour les taxes assimilées, telles que les impôts directs, les retenues à la source, les prélèvements libératoires, les taxes sur les salaires, CSG, CRDS et les prélèvements sociaux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une entreprise radiée pourra subir donc un contrôle fiscal jusqu'à 3 ans après sa fermeture. Donc c'est pour ça qu'en effet, il ne faut pas se considérer libéré une fois qu'on a clôturé et rendu les clés de son entreprise. Alors, pourquoi il y a une particularité sur 2021? Mais parce qu'en fait, sur 2020, il y a eu une particularité, c'est que le contrôle fiscal a été, sous l'ordonnance du 25 mars 2020, juridiquement, il y a toute une période qui a été neutralisée. Cette période-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contrôles fiscaux durant la période du 12 mars au 23 août 2020, où là, en effet, vu le contexte et puis vu, je dirais, la difficulté dans laquelle se sont retrouvés tous les acteurs économiques, l'administration fiscale a plutôt levé le pied en la matière. Donc concrètement, l'administration fiscale peut vous requalifier, puisque là, en effet, il n'y a eu qu'un report de cette période, hein, c'est-à-dire qu'on n'a fait que geler, on ne nous a pas exonéré de cette période-là, on n'a fait que déporter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que sur l'exercice 2007, c'est l'exercice que vous avez délivré des informations à l'administration fiscale, le délai de recouvrement, enfin de justification devait s'arrêter donc au 31 décembre 2020. On s'aperçoit que là, en effet, ça a été prorogé jusqu'au 14 juin prochain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, jusqu'au 14 juin prochain, l'administration fiscale peut vous demander des comptes sur ce que vous avez déclaré en 2017. Alors que normalement, à partir du 1er janvier 2021, c'était fini. Donc cette prorogation de 165 jours concerne donc toutes les prescriptions fiscales qui auraient dû s'éteindre au 31 décembre dernier. Les opérations de recouvrement, donc il faut le savoir, ont vraiment recommencé au niveau de Bercy depuis la fin juin 2020. Et pour l'instant, il y a une montée en charge qui se fait par rapport à ces différents contrôles fiscaux et rattrapage au niveau de la période. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, pour Bercy, c'est quand même une perte de temps et c'est une perte d'argent. Alors, j'y viens de suite dans le slide suivant. C'est qu'aujourd'hui, l'administration fiscale, concernant les contrôles fiscaux, elle est très performante. En 2019, Bercy donc, a récupéré plus de 12 milliards d'euros et grosso modo, il y a à peu près 11 milliards qui sont issus des contrôles fiscaux, soit 50% de plus qu'en 2018, ce qui est énorme, la progression.
Et en 2019, la Direction générale des finances publiques a considérablement augmenté son activité, notamment sur les dossiers qu'elle instruit, puisque là, elle a fait x9 entre 2018 et 2019. La DGFiP donc affirme qu'un quart des contrôles fiscaux est ciblé grâce à l'analyse des données. Donc là, c'est une information importante qu'on va ensuite traiter, c'est que l'administration fiscale aujourd'hui, elle est capable en amont de bien cibler ce qu'elle recherche et donc ensuite les entreprises qu'elle va contrôler. L'exploitation des données et des analyses de ces données se font maintenant par intelligence artificielle. Donc, en effet, c'est un outil formidable pour l'administration fiscale. Alors, dans notre intervention, notre objectif, et notre positionnement, il est simple. C'est qu'en effet, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas en conformité par rapport à l'administration fiscale. C'est normal qu'à un moment donné, l'administration fiscale fasse le nécessaire pour recouvrir. Par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'administration fiscale, aujourd'hui, elle devient aussi beaucoup plus précise dans ses recherches et elle est en capacité d'aller chercher fortement beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Donc en 2020, les recettes ont fortement baissé, puisqu'en effet, avec le Covid et cette période qui a été gelée, on se retrouve avec beaucoup moins de recettes rentrées. Et on a pu voir que les différents dirigeants ou intervenants en haut lieu de la DGFiP disaient qu'il fallait un peu rattraper à leurs équipes, qu'il fallait un peu rattraper le retard et qu'il allait manquer 11 milliards de recouvrement et que c'était important que sur le premier semestre et notamment jusqu'au 14 juin 2021, ils mettent les bouchées doubles pour récupérer l'argent. Donc les entreprises doivent se préparer à cette éventualité, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une intensification des contrôles jusque sur le premier semestre. Et donc l'objectif, et c'est notre objectif à nous, à la Commission fiscale, c'est de vous apporter de l'information et de vous accompagner pour diminuer le risque concernant la requalification et surtout le recouvrement d'un impôt. Voilà le contexte très particulier. Maintenant que vous le savez, on va rentrer dans le détail. Et nous, ce qu'on va essayer de vous donner comme information, c'est quels sont les niches ou les domaines dans lesquels il faut vraiment que vous soyez très bordés pour ne pas avoir de difficultés par rapport à des recherches ciblées de l'administration fiscale. Alors, je laisse la parole à Martine concernant donc les sources de renseignements qui aujourd'hui sont à la disposition de la DGFiP. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Martine Drevet-Abassade, avocate associée au cabinet FIDAL. Je dirige le département fiscal et interviens régulièrement, effectivement, sur ces problématiques de contrôles fiscaux et de contentieux fiscaux. Alors, en fait, ce sur quoi je voulais attirer votre attention ce matin, c'est le fait que l'administration fiscale aujourd'hui construit son dossier de contrôle fiscal. On n'est plus en fait sur un contrôle, on va dire, qui serait le fruit du hasard. Aujourd'hui, le contrôle, il est diligenté sur la base d'informations que l'administration fiscale a pu recueillir. Donc, ces informations vont servir à l'administration fiscale pour programmer des contrôles. Elle va servir aussi à l'administration fiscale pour choisir en quelque sorte la procédure selon laquelle elle entend conduire le contrôle. Donc, l'administration peut effectivement programmer des contrôles fiscaux aujourd'hui parce qu'elle bénéficie d'informations nombreuses qui lui sont accessibles par le décloisonnement des informations. Alors, il faut savoir que la base première des informations qui sont communiquées à l'administration, ce sont les déclarations qui servent d'assiette, effectivement, à l'établissement, aussi bien de l'impôt sur le revenu que de l'impôt société, de l'IFI. Donc ça, c'est votre démarche à vous, vous déclarez, c'est un élément qui va permettre à l'administration d'établir l'assiette de l'impôt. Mais l'administration a accès à d'autres déclarations qui aujourd'hui sont dématérialisées, ce qui en facilite, on va dire, l'accès. Ce sont toutes les déclarations des salaires que votre employeur peut faire. Ce sont les déclarations d'échange de biens pour les sociétés qui travailleraient avec des pays de la communauté européenne. Ce sont également les déclarations sur les commissions, courtages, etc. Donc, il y a tout un panel de déclarations aujourd'hui qui sont dématérialisées et accessibles à l'administration fiscale avec, on va dire, la même facilité que les déclarations que vous déposez par vous-même.
L'administration fiscale aussi a accès à des bases de données qui sont publiques ou privées. Elle a accès, par exemple, aux fichiers des contrats d'assurance vie, aux fichiers des comptes bancaires, à tout un tas d'informations en fait qui lui permettent d'avoir en fait des renseignements sur vos données et qui leur permettent effectivement d'apprécier en quelque sorte les approches fiscales de votre dossier. Il ne faut pas négliger aujourd'hui les données en provenance des autres administrations nationales, puisqu'en fait, il y a également de la part de l'administration fiscale un vrai souci de poursuivre les évasions fiscales. Et donc aujourd'hui, tout un tas d'échanges d'informations se font de façon automatique entre les administrations. Et les sociétés sont également soumises à des obligations déclaratives importantes. La dernière en date étant la déclaration d'Axis qui oblige à décrire, on va dire, à l'administration fiscale tous les schémas qui pourraient être potentiellement permissifs, on va dire, en termes d'évasion fiscale. Donc ça, c'est les informations auxquelles l'administration a accès. Donc une fois qu'elle a accès à ces informations, elle va les traiter, les recouper et elle va faire ça comment? Aujourd'hui, en fait, et c'est là en fait la grande nouveauté, c'est que l'administration fiscale a fait de grandes avancées sur le traitement de ces informations en utilisant le data mining, l'intelligence artificielle, et ce qui lui permet effectivement de modéliser les comportements et d'avoir, on va dire, une exploration en phase industrielle. Donc pour elle, c'est un moyen de gagner en efficacité et de traiter un grand nombre d'informations de façon beaucoup plus rapide. Alors pourquoi ces informations sont traitées? L'objectif, c'est de s'adapter effectivement aux nouvelles formes de fraude fiscale, mais aussi d'essayer de profiler en fait, en quelque sorte, les dossiers et les comportements. Alors, qui est en charge de ce traitement? L'administration s'est dotée de moyens, mais elle s'est aussi structurée et a été créée ce qu'on appelle la mission de requête et de valorisation. En fait, ce sont des informaticiens qui développent des outils informatiques particuliers pour que l'administration fiscale puisse explorer et effectivement procéder à des traitements automatiques et gagne en efficacité sur ces démarches de poursuite de fraude. Alors, on verra, le terme fraude, on se dit toujours, mais fraude, finalement, moi, je ne peux jamais être dans un cas comme celui-là. On verra que l'administration fiscale, aujourd'hui, elle a quand même une démarche assez agressive sur le sujet et personne, finalement, elle n'est aujourd'hui à l'abri d'être qualifié comme agissant dans le cadre d'une fraude fiscale. Donc, les applications de ces démarches vont être d'identifier les dossiers à risque. Et en fait, on peut considérer aujourd'hui que l'intelligence artificielle permet finalement de codifier les entreprises en leur donnant une cotation en termes de niveau de risque fiscal. Donc, on a une cotation banque de France. Il faut savoir qu'on va avoir aussi une cotation administration fiscale sur en fait votre dossier et le niveau de risque qu'il est à même de présenter sur le plan fiscal. Aujourd'hui, il faut faire aussi état de certaines expérimentations qui sont faites, et donc on a vu dans la presse et effectivement des informations sur le sujet, c'est que les données personnelles qui sont publiées sur Internet à l'initiative des utilisateurs de plateformes ou autrement sur des sites style Facebook, Twitter, etc. Aujourd'hui, l'administration fiscale a obtenu la possibilité de traiter ces données qui sont librement accessibles, bien sûr, et éventuellement de les utiliser. Alors, aujourd'hui, cette démarche est réservée à des cas particulièrement graves et ce qu'on recherche surtout, c'est toutes les situations de fausse domiciliation fiscale à l'étranger ou d'activités commerciales occultes non déclarées.
puisque en fait, par le biais en fait on va dire d'éléments communiqués de façon tout à fait anodine, l'administration fiscale va pouvoir, elle, avoir une démarche construite autour de tout ça. Alors, quel résultat aujourd'hui on peut dégager de toute cette, on va dire, cette exploration? Aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus de contrôles fiscaux sont diligentés par l'utilisation de ces moyens. Le pourcentage était de 22% en 2019. L'objectif est d'atteindre un pourcentage de 50% en 2022. Donc, on voit que l'administration est vraiment dans une démarche active sur le sujet et que sa volonté est vraiment de se rendre de plus en plus efficace. Donc, tout le monde a en mémoire, je pense, les sujets de comptes à l'étranger, où ça a été de la part de l'administration fiscale peut-être la plus grande démarche engagée en mettant en place ces moyens-là, qui s'est montrée efficace, puisque on peut dire qu'il y a eu aux alentours de 3000 contrôles et 85 millions d'euros de droits et de pénalités recouvrés au titre des comptes détenus à l'étranger par les particuliers. Donc, une fois que l'administration fiscale a eu accès aux informations, qu'elle les a traitées, en fait, son objectif, c'est de développer des axes de contrôle stratégiques. On peut citer à ce titre-là la lutte contre la fraude à la TVA, qui est quand même une des grosses préoccupations de Bercy. Et aujourd'hui, l'administration fiscale, par le biais des contrôles de comptabilité informatisés, bénéficie d'un excellent moyen d'être beaucoup plus efficace en termes de contrôle de la TVA, puisqu'en fait, des fichiers sont beaucoup plus évidents à traiter que des déclarations manuelles à, on va dire, compulser. Donc, le contrôle des comptabilités informatisées, comme la lutte contre les logiciels de caisse frauduleux, sont effectivement aujourd'hui les axes que l'administration poursuit pour diminuer au maximum la fraude à la TVA. On a également tout ce qui concerne le contrôle renforcé du e-commerce et des plateformes de marketplace, hein, puisque ces plateformes en fait sont obligées, on va dire, de collaborer avec l'administration fiscale et de communiquer des listes et des volumes d'opérations traitées par leur biais. Hein, donc là aussi, une source d'information, on va dire, automatique communiquée à l'administration. Et puis, mais Estelle aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure, la mise en place de la facturation électronique, qui là aussi, par cette dématérialisation, va permettre à l'administration fiscale d'avoir un accès rapide et efficace à tout un tas d'informations. Donc, la lutte contre la fraude à la TVA, préoccupation majeure de l'administration fiscale, et on a vu des moyens aujourd'hui qui vont lui permettre d'être encore plus efficace sur ce domaine. La lutte contre la fraude internationale, c'est aussi un cheval de bataille de Bercy. Et là-dessus, toutes les démarches de coopération internationale entre les administrations et les échanges automatiques d'informations sont une source évidente pour l'administration. Alors, ça va concerner les particuliers, mais aussi les entreprises. Et les entreprises aujourd'hui, avec tout ce qu'on appelle le contrôle des prix de transfert, oblige les entreprises à disposer d'une documentation interne qui justifie en fait leur position, les valorisations retenues, etc. Donc, on a aujourd'hui des sujets stratégiques pour l'administration sur lesquels elle va renforcer ses moyens. Le troisième sujet qui est, on va dire, le plus proche de nous, c'est tout ce qui concerne les contrôles patrimoniaux. Des brigades ont été organisées pour assurer le contrôle des revenus et le contrôle du patrimoine. Donc, ce sont plutôt les particuliers avec l'impôt sur la fortune immobilière, les déclarations de succession et toutes les valorisations. Mais là, c'est Irène qui reviendra aussi sur ce sujet-là.
les transactions immobilières. Aujourd'hui, l'administration a un panel complet d'informations sur le sujet et est à même aujourd'hui de faire un vrai travail sur l'analyse des valorisations qui sont retenues, aussi bien dans les déclarations de succession que dans les déclarations d'IFI. Donc, vous voyez, l'administration, ces informations auxquelles elle a accès, elle les utilise pour mettre au point des axes de contrôle stratégiques pour elle. Alors, la programmation du contrôle fiscal, c'est aussi pour l'administration la possibilité de mettre en place des procédures de recherche d'informations et de contrôle spécifiques et qui sont, on va dire, qui peuvent être classées selon deux acceptations. Soit effectivement, l'administration va lancer des investigations qui sont non invasives. Donc, en fait, elle est plutôt passive, mais demande des compléments d'information et peut avoir une démarche beaucoup plus proactive en allant chercher elle-même l'information alors même que vous n'êtes pas forcément au courant de ces démarches. Donc, je ne vais pas tout passer en revue parce que je crois que le temps qui m'est imparti n'est pas suffisant à cet effet, mais sachez en fait qu'aujourd'hui, face à la vérification de comptabilité, et certainement pour les entreprises la démarche la plus commune et la plus connue aujourd'hui, l'administration fiscale s'oriente de plus en plus vers l'examen de comptabilité à distance, qui est en fait basé sur une communication du fichier des écritures comptables de l'entreprise. Donc, vous communiquez sur demande de l'administration fiscale à l'inspecteur qui est votre interlocuteur le fichier des écritures comptables. À distance, donc de son bureau, ce dernier va pouvoir opérer différents traitements qui vont lui permettre en fait de conclure soit à ce que votre dossier présente aucune difficulté particulière, soit qu'il peut y avoir des points de redressement particuliers, et ce qui lui permet en fait, là encore, d'être beaucoup plus efficace que dans le cadre d'un contrôle sur place, mais qui peut pour nous poser des difficultés, puisque vous savez que dans le cadre d'un contrôle fiscal, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des échanges et qu'il y ait un débat contradictoire entre le contribuable et l'administration, et le fait qu'une personne seule à distance procède à des traitements peut conduire en fait à des conclusions qui ne sont pas nécessairement justifiées et pour lesquelles on n'aura pas pu suffisamment débattre avec l'administration. Donc, on va dire, face à la vérification classique de comptabilité, l'administration s'oriente de plus en plus vers un examen de comptabilité. L'administration aussi exerce de plus en plus un droit de communication auprès de tiers, c'est-à-dire qu'elle peut interroger une banque, elle peut interroger un avocat, un cabinet d'expertise comptable pour avoir des informations en fait sur certains contribuables. Donc là aussi, le droit de communication, il est encadré. Je pense que quand on est le destinataire d'une telle demande, il faut se faire accompagner parce que la réponse peut être parfois délicate à donner. Je vois un cas classique. Nous, lorsque nous intervenons dans des sessions de titres, l'administration fiscale peut être amenée à nous demander la communication du protocole de cession. Bien évidemment, le protocole de cession, il peut y avoir des clauses dedans qui sont assez confidentielles et l'objet, effectivement, c'est de communiquer, on va dire, le moins d'informations possible ou en tout cas, pas des informations qui pourraient mettre en difficulté d'autres contribuables que celui qui est visé en l'espèce. L'administration fiscale a eu aussi cette démarche par rapport à des concepteurs de logiciels, qu'on va dire permissifs, des logiciels de caisse ou des logiciels de comptabilité, et a pu, à ce titre-là, diligenter des contrôles mémorables, on va dire, sur notamment les pharmacies, puisque il y a eu toute une démarche orientée vers les pharmacies à partir, en fait, d'un listing de clients qui avait été récupéré auprès de concepteurs de logiciels de comptabilité.
Donc, vous voyez l'administration, ce qu'elle peut faire à partir d'un droit de communication et comment elle peut, on va dire, industrialiser ses contrôles et se rendre beaucoup plus efficace. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'administration fiscale comment dire, a aujourd'hui un droit d'audition. Alors c'est aussi une chose un peu particulière qu'elle exerce là aussi surtout dans les hypothèses on va dire, fausse domiciliation à l'étranger, hein, des clients qui se déclarent résidents fiscaux d'un pays et qui en fait ne sont pas nécessairement présents physiquement dans ce pays pour la majorité de leur temps. Et l'administration fiscale aujourd'hui a un droit d'audition qui va lui permettre de récupérer des éléments de preuve et démontrer que la personne en question passe le plus clair de son temps en France. Alors, de façon caricaturale, on pourrait dire que si la personne en question va acheter le pain tous les matins chez le boulanger, ben, pourquoi pas auditionner le boulanger qui va pouvoir vous déclarer effectivement qu'il voit monsieur Untel tous les matins. Enfin, c'est presque caricatural, mais je vais dire aujourd'hui, ce sont toutes ces petites sources d'informations qui peuvent aussi permettre à l'administration fiscale de récupérer des éléments et de vous mettre en difficulté avec, on va dire, un temps d'avance sur vous, puisque vous n'êtes pas nécessairement au courant de toutes ces procédures qui peuvent être diligentées sur votre dossier. Donc, l'administration fiscale, effectivement, en fonction des informations qu'elle aura recueillies, va construire son contrôle et va effectivement adosser à une démarche de vérification de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle au préalable tout un tas de démarches qu'on vient de voir, de demande d'information, de demande de renseignements, de justification, etc. Et ce qui peut déboucher éventuellement dans les cas les plus graves sur aujourd'hui des visites domiciliaires et de saisie. Hein, c'est le fameux article L16B du livre des procédures fiscales et qui permet à l'administration fiscale de faire en fait une visite domiciliaire dans l'objectif là aussi de saisir des éléments pour étayer les positions qu'elle entend défendre. Aujourd'hui, cette procédure de droit de visite et de saisie, elle est principalement utilisée quand l'administration fiscale souhaite démontrer l'existence d'un siège de direction effective en France ou d'un établissement stable en France. Et ça lui permet d'obtenir des prérogatives de police judiciaire. Hein. La démarche, elle est très particulière. Elle est encadrée puisqu'il faut qu'une ordonnance ait été donnée par le juge des libertés et de la détention pour pouvoir en fait que l'administration fiscale, accompagnée d'un officier de police judiciaire, se rende dans votre entreprise ou à votre domicile pour recueillir des informations au travers de saisies. Voilà. Donc, vous voyez, les moyens sont importants, les procédures sont particulières et sont variées pour arriver à ces fins. Il faut toutefois signaler que la loi ESSOC a introduit les droits à l'erreur. Donc aujourd'hui, si manifestement on a commis une erreur dans l'établissement d'une déclaration, on peut, dans le cadre de rectification spontanée, obtenir une remise des intérêts de retard. Cette correction, cette rectification spontanée, elle est possible dans l'hypothèse où vous n'avez encore fait l'objet d'aucun contrôle et que vous vous rendez compte effectivement de votre erreur, mais elle est également possible si un contrôle a débuté et ce qui vous permet, bien évidemment, si vous êtes de bonne foi, de bénéficier là aussi d'une remise de 30% de vos intérêts de retard éventuels. Voilà, donc on voit que l'administration fiscale a augmenté ses moyens, on voit en fait que le contribuable bénéficie quand même du droit à l'erreur, donc on a une certaine avancée qui est faite dans la reconnaissance aussi de son droit. Ce qu'il faut avoir également présent à l'esprit, c'est que aujourd'hui, ce qu'on appelait le verrou de Bercy,
qui permettait en fait à l'administration fiscale d'être décideur dans la poursuite ou non du volet pénal, on va dire, d'une situation, a sauté. Et la loi de 2018 prévoit une transmission automatique au parquet de certains dossiers de contrôle fiscaux. Alors, non pas parce que on peut avoir des cas graves, mais sur le simple fait qu'on a dépassé un montant de 100 000 euros de rappel d'impôt. Alors 100 000 euros, ça peut paraître important, mais finalement, quand vous avez 3 ans et l'année en cours, donc ça fait pratiquement 4 années de vérifier, sur des sujets TVA, on peut être très rapidement à un montant de 100 000 euros. Alors, il y a effectivement ce montant qui est important, mais il doit s'accompagner de l'application de pénalités, de 100% ou 80% en cas de manœuvre frauduleuse. Donc, comment dire, ce sont des cas, on va dire, les plus graves, hein, mais également en cas de majoration de 40%, majoration applicable en cas de manquement délibéré. Et aujourd'hui, je crois que mes consoeurs et moi-même peuvent vous dire que les pénalités de 40% sont presque la règle, et qu'à partir du moment où vous avez déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal qui s'est traduit par l'application des pénalités de 40% au titre des 6 années qui ont précédé le contrôle fiscal actuel, vous êtes dans un cas de récidive et vous pouvez vous voir concerné par cette transmission automatique au parquet. Donc après, bien évidemment, suite à cette transmission automatique, il y aura poursuite ou pas. Mais si vous voulez, c'est une autre dimension aujourd'hui que prend le contrôle fiscal qu'il faut effectivement intégrer et en fait ne pas négliger la négociation de l'application des majorations parce que les effets peuvent être effectivement pervers dans des cas de réitération 6 années plus tard. Bien évidemment, l'administration fiscale contrôle la main pour tous les autres dossiers avec la saisine de la commission des infractions fiscales qui en fait va apprécier sans pour autant vous donner à vous contribuables les motifs, mais qui va apprécier l'intérêt ou pas de poursuivre au pénal le dossier. Donc, ce qu'il faut avoir effectivement en mémoire, c'est que le contrôle fiscal peut prendre une tournure judiciaire et que l'approche judiciaire va concerner les fautes les plus graves, effectivement. Mais aujourd'hui, l'administration fiscale développe une vraie police judiciaire qui va à la fois se concentrer sur tout ce qui est fraude fiscale et fraude financière, mais qui en fait bénéficie aujourd'hui de moyens importants pour poursuivre et comment dire, examiner sous un autre volet, on va dire, les dossiers. Une nouveauté aussi, c'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire la publication des décisions pénales qui peuvent concerner des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont, on va dire, soucieuses de leur réputation, hein, et notamment sur Internet, hein, où il y a un gros travail qui est fait là-dessus, cette sanction du name and shame est également à prendre en compte parce qu'elle n'est pas neutre sur l'influence qu'elle peut avoir sur le comportement des clients éventuels d'une entreprise. Voilà, donc ce que je voulais mettre en exergue aujourd'hui, c'est effectivement ce que l'on n'a peut-être pas conscience, c'est tout le panel des informations qui sont accessibles à l'administration fiscale, tous les efforts faits par celle-ci pour en fait être efficace dans ces démarches et pour considérer aujourd'hui que si vous faites l'objet d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a déjà certainement un nombre d'informations important sur votre dossier et que vous ne devez en fait rien négliger. C'est-à-dire une simple demande de renseignement, c'est peut-être la face visible de l'iceberg et elle nécessite une réponse construite. Il faut effectivement
se faire accompagner pour que vous soyez à même de répondre juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins, et que surtout vous ayez la maîtrise complètement du sujet. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Christian va me dire que j'ai été trop bavarde, mais bon, j'ai fait un effort. Non. Non, non, on est dans le timing, c'est bon. Mais je crois qu'effectivement, c'était important de vous donner une vision claire des choses. Voilà. Et je vais laisser la parole à ma consoeur Irène pour vous développer en fait des sujets aujourd'hui qui ont un peu le vent en poupe pour l'administration fiscale. En tout cas, Martine, merci pour la qualité de ta prestation et de ton travail. On aurait été en présentiel, on t'aurait applaudi parce que c'est vrai que j'espère que nos auditeurs apprécient, mais voilà, vous avez une qualité d'information qui est quand même de très bon niveau. Je laisse la parole à Irène, en effet, qui est aussi très passionnée et passionnante concernant donc là, on rentre dans les domaines où vous, en effet, vous risquez de vous faire rattraper par la patrouille. Donc, c'est la juste évaluation dans les opérations. Je ne vais pas prendre plus de temps pour qu'on reste dans le bon timing. Irène, c'est à toi. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Irène Goaziou, associée au cabinet Ben Osman Goaziou. Je vais être un petit peu plus rapide que Martine, mais ce n'est pas un reproche. Je crois que Martine, c'était vraiment le cœur du sujet. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur les risques encourus. Et donc, après Martine, nous allons développer quelques sujets qui sont des sujets particulièrement délicats ou des sujets à risque. Pourquoi est-ce que les évaluations sont des sujets à risque? Eh bien, parce que la transmission des biens, la circulation des biens, le changement de situation juridique des biens a toujours été et persistera à être l'occasion de la perception de recettes fiscales. Donc, le sujet, bien sûr, essentiel, c'est les droits de mutation, mais aussi, bien sûr, l'impôt sur la fortune immobilière, qui certes n'est pas perçu à l'occasion d'un flux, ce qui est plutôt rare, mais finalement reste dans la même nature fiscale que ces droits de mutation. Les droits de mutation, ils sont perçus dans des occasions multiples. Nous avons tout ce qui concerne les ventes d'immeubles, les échanges d'immeubles, toutes les successions, toutes les donations, ça ce sont toutes les transmissions à titre gratuit, toutes les cessions de fonds de commerce ou de clientèle, toutes ces opérations de nature un peu similaire sur les fonds de commerce et les clientèles, et puis d'autres opérations de nature plus peut-être théoriques, mais qui vont être toutes les opérations sur titre de société, même si ce ne sont pas des cessions. Vous avez certains apports en société qui peuvent apparaître comme des opérations internes, mais qui néanmoins sont source, dans certaines occasions, pas toujours, mais de droits de mutation qui peuvent être extrêmement élevés. Et puis les partages. Les partages, ce sont les partages successoraux, mais ce sont aussi les partages à l'occasion de dissolution de société. Tout ça, ce sont les opérations qui sont à la source des droits de mutation. Donc, ces droits de mutation, ils donnent l'occasion au fisc de percevoir des droits proportionnels et des droits progressifs. C'est important parce que ça veut dire que le droit est assis sur la valeur. Donc, naturellement, s'ensuit une tendance naturelle à sous-évaluer les valorisations qui donnent l'occasion de percevoir ces droits. Et bien sûr, on peut rester, Christian, sur le slide précédent, parce qu'en fait, voilà, c'était mon introduction qui était un petit peu plus longue. Et donc, bien sûr, ça donne l'occasion à l'administration fiscale de contrôler les prix et les valeurs. Ce contrôle des prix et les valeurs, donc c'est avant tout pour percevoir sur une base élargie les droits de mutation. Et donc,
pour noter simplement les conséquences d'une insuffisance de prix. Hein. Je ne parle pas de la dissimulation de prix qui va entraîner des conséquences fiscales bien plus lourdes, mais une insuffisance de prix, c'est-à-dire une sous-évaluation, va entraîner bien sûr la rectification du principal, les intérêts de retard et les majorations éventuelles, comme Martine le signalait tout à l'heure, hein, les 40% en cas de manquement délibéré ne sont plus des majorations considérées comme exceptionnelles. Hein. On va les retrouver extrêmement souvent. Donc, une sous-évaluation d'un prix ou d'une valeur dans une opération qui n'a pas donné lieu à perception de prix va entraîner ces rectifications en matière de droit d'enregistrement, mais pas seulement. Ça va aller plus loin en matière d'impôt sur les sociétés. Par exemple, si on imagine une cession de titres entre sociétés et que cette opération elle est consentie par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, hein, à un prix minoré, eh bien, cette société n'aura pas perçu le prix qu'elle devait justement percevoir, ce qui aura diminué sa base imposable et va donner l'occasion d'une rectification, cette fois-ci en droit des sociétés, en impôt sur les sociétés, en plus de la rectification en matière de droit de mutation. Mais pas seulement en droit des sociétés. Nous pouvons avoir des rectifications en matière d'impôt sur le revenu. Et là, je vous ai donné juste un exemple. Si une société attribue des bons de souscription d'actions à ses actionnaires à un prix minoré, donc outre les droits de mutation, outre le problème d'impôt sur les sociétés de la société qui aura commis un acte anormal de gestion, l'actionnaire concerné, lui, il aura éventuellement, il pourra être considéré comme ayant perçu un revenu distribué et être taxé, redressé sur ce sujet. Et pour aller plus loin encore, une sous-évaluation, par exemple, notamment en matière immobilière, est susceptible d'entraîner des conséquences en matière d'expropriation, puisque le code de l'expropriation fait expressément référence aux valeurs qui sont déclarées dans les déclarations fiscales des contribuables pour tenir compte de l'indemnité d'expropriation qui peut vous être allouée par le juge. Le juge doit tenir compte de vos propres déclarations dans la fixation d'une indemnité d'expropriation. Voilà, donc ça c'était un petit panel du risque fiscal de consentir une opération à un prix minoré ou lorsqu'il n'y a pas réellement un prix, mais une valorisation de sous-évaluer la valeur des biens qui mutent. Ensuite, quelles sont les méthodes d'évaluation qui doivent être retenues? Bon, là, j'axe principalement en matière de droit d'enregistrement. En matière de droit d'enregistrement, le principe, c'est que les opérations doivent être réalisées à la valeur vénale. Le juste prix, c'est la valeur vénale. C'est assez aisé quand c'est réellement un prix. La difficulté, bien sûr, c'est en matière d'IFI, en matière de déclaration de succession où il n'y a pas de prix. Voilà. Donc, il va falloir essayer d'estimer quelle est la valeur vénale du bien dont on déclare la valeur. La valeur vénale, la jurisprudence a déterminé comment la définir. C'est une définition qui a beaucoup évolué dans le temps, qui s'est précisée et affinée. Aujourd'hui, c'est la valeur vénale, c'est le prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait au propriétaire de retirer de la vente d'un bien déterminé à un moment donné, compte tenu des données du marché, compte tenu des particularités physiques, juridiques et économiques de ce bien, est très important, abstraction faite de toute valeur de convenance. Autrement dit, il est totalement exclu de tenir compte du fait que la mutation est réalisée entre des personnes ayant des liens économiques, ayant des liens familiaux, voilà. Un chef d'entreprise vous dira toujours que son entreprise est surévaluée parce qu'elle court des risques, que sa valeur peut baisser à tout moment.
ce n'est pas du tout comme ça que l'administration fiscale voit les choses. Une petite remarque ponctuelle en matière de succession. La valeur vénale, bien sûr, est le principe, mais il existe des bases légales d'évaluation dont il faut tenir compte dans des situations spécifiques. Par exemple, une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire. L'inventaire va être la référence, bien sûr, à prendre en compte pour les biens. Sur certains biens, objets précieux, votre évaluation ne pourra pas être différente de la déclaration de la couverture d'assurance pour les biens considérés, un abattement pour la résidence principale lorsque le conjoint continue d'y demeurer, etc. Bon, pour revenir au principe, pour revenir au principe de la valeur vénale, très rapidement, comment connaître la valeur vénale des biens? Les biens immobiliers, la jurisprudence fiscale considère que cette valeur doit tenir compte des caractéristiques du bien et des données du marché immobilier local. Donc, il est important de favoriser la méthode par comparaison, sauf éventuellement pour un immeuble de rapport où on va peut-être plutôt tenir compte de la valeur de productivité. L'idéal, la solution, bien sûr, c'est de faire procéder à une évaluation du bien. Il est possible également de consulter les données recueillies par la Chambre des notaires. Martine a attiré votre attention tout à l'heure sur le fait que l'administration fiscale dispose d'énormément de bases. La base des données foncières et la base Patrimoine qu'elle met à la disposition des contribuables sur le site de l'administration fiscale. Est-ce qu'il faut utiliser la base Patrimoine? Bon, toujours avec circonspection. Pour accéder à la base Patrimoine, il faut le faire depuis votre espace et à partir de vos données de connexion. Donc, assez difficile d'aller se renseigner sur la base Patrimoine et de retenir une évaluation considérablement différente. Pour les fonds de commerce et de clientèle, là encore, la méthode de comparaison, puisqu'il s'agit de valeur vénale, est la méthode à privilégier, mais on retient aussi aisément les méthodes par barème, puisqu'il y a des usages dans les professions. On connaît parfaitement l'administration fiscale, qui est de valoriser les fonds de commerce et les clientèles en pourcentage du chiffre d'affaires. Et puis, bien sûr, un sujet particulièrement délicat, c'est la valorisation des titres de société non cotés. Pourquoi c'est délicat? Parce que c'est très difficile d'utiliser la méthode par comparaison, parce que l'administration fiscale a publié un guide depuis des années sur les méthodes et la combinaison de méthodes qui doivent être retenues, parce que l'administration fiscale n'a pas du tout la même approche que la plupart des experts financiers qui vont procéder à ces évaluations. Et enfin, parce que ces sociétés non cotées, ce sont vos sociétés, ce sont souvent des sociétés détenues très majoritairement pour les petites et moyennes entreprises, par le chef d'entreprise, par sa famille, et donc des sociétés dans lesquelles il peut y avoir régulièrement des opérations qui vont être des apports de titres, qui vont être des mutations entre membres d'une même famille, et où on aura tendance à retenir des valorisations qui justement seront des valorisations entre guillemets de convenance, tenant compte de situations particulières. Or, ces valorisations, elles vont être connues de l'administration fiscale et elles peuvent vous être opposées à l'occasion d'une autre mutation. Prenons un exemple, vous faites sortir votre belle-sœur de la société dans laquelle elle était entrée pour vous faire plaisir à la Constitution, vous allez racheter ces titres à une valeur faible. Pourquoi vous allez la faire sortir? Parce que vous savez que vous allez vous faire racheter cette entreprise et que vous êtes sur le point de signer une lettre d'intention, un protocole de cession à une valeur totalement différente. Donc Annick vous parlera
de tout ce qui est permanence des méthodes, c'est très important aussi de savoir que la valorisation que vous allez retenir, elle va perdurer dans le temps, et c'est souvent à l'occasion de changements de valeur que l'administration fiscale va se pencher sur le cas et opérer un redressement. Donc rapidement, parce que moi aussi j'ai dépassé mon temps, les titres de société non cotés, l'administration fiscale privilégie la combinaison de méthodes. Donc, elle connaît parfaitement bien les méthodes les plus courantes que sont la valeur mathématique, qui est une approche patrimoniale fondée sur l'actif de l'entreprise, qu'on retiendra souvent sur une entreprise familiale, la valeur de productivité, qui repose sur la capitalisation d'un résultat courant moyen pondéré, la méthode de la marge brute d'autofinancement. On applique à cette marge brute d'autofinancement un multiple qui est fondé en général sur les investissements qui sont nécessités par l'entreprise, donc surtout dans les entreprises industrielles, et la méthode des multiples de BE. Donc là encore, comparable, il faut déterminer délicatement le multiple qui doit être retenu. Les experts ont tendance à privilégier une méthode en considération de la nature de l'entreprise, de sa taille, de ses caractéristiques, alors que l'administration fiscale préfère une pondération. Et cette pondération, elle considère qu'elle doit être basée sur la taille de l'entreprise et la nature de son activité. La nature de son activité et aussi le fait qu'elle soit familiale, pas familiale. Important de savoir que l'administration publie un guide qui est désormais assez ancien, mais qui est très important, notamment pour connaître les primes et décotes, puisque on a tendance à toujours considérer qu'on va, dans certaines situations, pouvoir appliquer une décote. La méthode la décote la plus connue étant la décote de minorité. L'administration fiscale reconnaît les décotes. On le voit parfaitement dans le guide. Et donc, ça permet de cibler les décotes qu'on va retenir dans nos opérations d'apport de titres, de transfert de titres, de fusion. Voilà. L'essentiel est d'avoir une documentation en cas de contrôle. Donc, en matière de titres, c'est très important d'avoir un rapport qui a été réalisé par un professionnel qui a évalué vos titres et de conserver ce rapport. Voilà, je rends la parole à Christian qui ne va pas être trop sévère avec nous. Très, très bien. Non, vraiment, j'espère que les auditeurs apprécient la compétence aiguisée vraiment des quatre avocates là qui sont présentes ce matin. On vous donne vraiment une information qui est précise, c'est du vécu et cette information elle doit vraiment vous servir au quotidien. Alors là, je vais laisser la parole. Alors, on est pour l'instant, on est à peu près, on va pouvoir tenir le timing. Et je laisse la parole à Annick Amigo. Alors, elle est sous l'égide de Jean-Georges. Alors, Jean-Georges sort de ce corps parce que non, c'est l'identifiant d'un de ses collaborateurs. Annick, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous et bonjour à tous plutôt. Je vais aller très très vite puisque vous comprenez que la permanence des méthodes, je pense que je n'ai pas un sujet qui est particulièrement vendeur. Mais pourtant, si vous voulez, donc vous aurez sur les slides bien évidemment les textes, c'est-à-dire que quand parle-t-on de la permanence des méthodes? Eh bien, exactement dans ces périodes, pour ceux qui vont arrêter leur bilan, pour ceux qui l'ont déjà arrêté, c'est trop tard, mais pour ceux qui vont arrêter leur bilan, pensez et relisez ce que nous avons écrit sur ces petits slides parce que c'est quand même très, très important. Martine vous a parlé longuement de comment travailler l'administration et bien évidemment, la première des choses en matière évidemment de fiscalité d'entreprise, c'est de regarder vos bilans et de manière, si vous voulez, très, très attentive. Donc, on parle de permanence des méthodes, c'est un texte. Bien évidemment, il est principalement comptable, mais il a des incitations, il y a des implications fiscales. Passe à la deuxième slide parce que je vais aller vite. Je suis déjà à la 25. Merci. Tu peux passer, Christian? Merci. Donc, des exceptions donc, sont prévues dans la notion de permanence des méthodes. La facile, c'est que quand tu as une loi qui s'impose, et notamment, si vous voulez, par exemple, quand on est passé de l'amortissement, ce
qu'on pourrait appeler habituel, à l'amortissement par composant, il a fallu que toutes les entreprises se mettent donc sous la réglementation de la nouvelle loi. L'amortissement par composant, comme je peux vous le rappeler, si par hasard vous l'avez oublié, c'est que quelque part, antérieurement, quand on avait les constructions, on travaillait sur le montant total. Aujourd'hui, on vous demande de bien séparer le gros œuvre du second œuvre, de certaines choses, ce qui veut dire que vous avez des tableaux d'amortissement un peu plus difficiles à faire, mais c'est quand même quelque chose à faire parce que, un, c'est obligatoire et deux, ça peut être intéressant pour la présentation aussi de son bilan. Autre chose qui serait aujourd'hui d'actualité, c'est ce qu'on appelle la réévaluation libre dont je vous parlerai tout à l'heure. Et la réévaluation libre, par exemple, donc dans le changement de méthode, on pourra, sans avoir à faire autre chose, procéder à cette réévaluation libre. Par contre, le changement de méthode à l'initiative de l'entreprise, c'est motivé en théorie par la recherche d'une meilleure information financière. Dans la vraie vie, quand on se retrouve en train d'arrêter des bilans ou un bilan, mais surtout des bilans dans le cadre de groupes de sociétés, on a de temps en temps à se poser la question pour savoir exactement si oui ou non les facturations qu'il peut y avoir intra-groupe, du moins par le passé, ça se faisait souvent, quelle est la filiale que je dois présenter d'une certaine manière par rapport à mon groupe de sociétés, à quel endroit pourrais-je réfléchir à une répartition de résultats. Au MEDEF, on parle clair, ce sont quand même des choses qui se pratiquent. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, à faire très, très attention, c'est-à-dire que manifestement, quand vous décidez de faire une prestation de service d'une société holding vers une société filiale, il faut bien sûr qu'elle soit continue. Donc, en qualité de professionnel, nous insistons lourdement sur justement la permanence des méthodes. On ne peut pas changer de facturation d'une année sur l'autre au gré justement des résultats réalisés par les différentes entreprises. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous, même si, bien évidemment, ce sont des discussions que nous avons longuement au niveau des arrêtés des comptes. Bien que nous soyons avocats, comme vient de le préciser Christian, mais nous participons largement aux arrêtés de compte et autres. Donc, vous avez donc des options fiscales qui sont annuelles. C'est le slide suivant, s'il te plaît, Christian. Donc, que je viens de vous rappeler assez rapidement aussi. Ensuite, je voudrais passer au slide 27 tout de suite, s'il te plaît, Christian. Parce que, donc, dans le cadre de permanence des méthodes, je vous ai remis volontairement des choses que vous devez avoir toujours à l'esprit, les principes comptables. Image fidèle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelque part, vous l'avez bien compris, on est dans le cadre d'un contrôle fiscal et d'une relation avec l'administration fiscale. Et à un moment donné, quand l'administration fiscale veut essayer de procéder à des propositions de rectification, elle vous parle, y compris d'image fidèle, de comparabilité, de continuité de l'exercice, de régularité, de sincérité et de prudence. Donc, vous reverrez chaque fois, reprenez nos slides justement, éventuellement gardez-les proches de vous parce que tout ce que vous avez dans cette petite compilation va vous rappeler régulièrement les choses à faire. Donc, n'hésitez absolument pas. De même, quand vous avez une question, vous savez très bien qu'on est tous membres du MEDEF et passionnés, donc vous posez des questions et le MEDEF fait les remonter directement. Le principe de permanence des méthodes, je vous en parle encore donc dans le stade 28 et notamment dans le cadre, si vous voulez, de provision que l'on peut passer à la clôture d'un exercice. Provision donc, que l'on peut passer bien évidemment sur des éléments d'actifs, principalement, c'est des titres, c'est du stock éventuellement, c'est des tas de raisons qui peuvent vous amener à provisionner. Donc, tout à l'heure, Christian a parlé d'un délai de reprise de 3 ans. Je vous ai donné dans cette présentation des jurisprudences qui font que quelque part, malheureusement, l'administration peut remonter bien au-delà de 3 ans, et notamment quand on parle de provisions réalisées et qui se maintiennent au cours des exercices les uns après les autres. Ce qui veut dire que vous avez une jurisprudence, notamment dans le document qu'on vous a remis, qui vous montrera que quelque part, l'administration a pu revenir sur un délai de 7 ans. Donc, c'est toujours exceptionnel, ce genre de choses, mais ça peut exister. Donc, toujours pareil, prudence et suivi de vos provisions d'année en année par rapport justement à ce principe à la fois de constitution de la provision et de ce qui s'appelle plus généralement la permanence des méthodes.
Donc, ce que je voulais vous dire aussi, ça je vous l'ai déjà dit, la question aussi de permanence des méthodes vient aussi, enfin, plus exactement, peut se rencontrer dans le cadre des rémunérations des dirigeants. C'est-à-dire que vous avez décidé de procéder à la rémunération des dirigeants et à ce niveau-là, sachez que vous pouvez avoir des explications à donner si votre rémunération fait le yo-yo. Dans des périodes fastes, vous êtes tenté d'augmenter bien évidemment la rémunération du dirigeant. Dans des périodes plus difficiles, vous êtes tenté de diminuer cette rémunération. Sachez que l'administration a une vision très particulière de la dite rémunération du dirigeant ou des dirigeants, avec une notion de travail effectif et aussi, et comme vous l'ont dit mes prédécesseurs, faites attention à pouvoir documenter la totalité des choses que vous allez intégrer dans vos bilans. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le juridique pur, documentez vos rémunérations de dirigeants et aussi le suivi de ces dites rémunérations, par exemple. Bien évidemment, nous pourrions parler très très longtemps de savoir comment arrêter un bilan et comment faire des tas de choses. Nous n'avons pas le temps. Ce dont j'ai souhaité vous parler aujourd'hui aussi, c'est la permanence des méthodes, justement, pendant la crise. Quelque chose qui nous a particulièrement occupés, ce sont les négociations qu'il y a entre bailleurs et locataires, puisque vous êtes soit à la fois bailleur, soit locataire. Et bien évidemment, pour les fiscalistes, comment va-t-on pouvoir intégrer les accords qui peuvent exister aujourd'hui entre bailleurs et locataires? Donc, on a des reports d'échéance qui n'ont pas d'effet sur le résultat, un abandon de loyer qui impacte le résultat, une réduction de loyer qui est parfois accompagnée d'une renégociation du contrat et qui nécessite un avenant. Bon, bien évidemment, de manière très simple, dans les sociétés qui sont donc à l'IS, on s'est quand même bien posé la question si oui ou non nos bailleurs auraient un problème en acceptant des abandons de loyer, bien que documentés, sachant que certains le font sans avoir un seul document, donc on s'est vraiment fait du souci. Heureusement, nous avons un texte qui permet donc d'assouplir cette notion de conditions de déduction des abandons de créances en prévoyant donc que les abandons de loyer et accessoires qui seraient consentis du 15 avril au 31 décembre 2020 sont déductibles en totalité. Sachez que, bien que quand on le disait à nos clients nous disaient, mais évidemment, puisque je n'ai rien touché, je ne touche rien, donc je ne suis pas imposable. Mais non, dans une société dans laquelle on a des factures émises, bien évidemment, on pourrait vous dire, mais pourquoi vous abandonnez un loyer et pourquoi. Et sachez que on sera obligé de revenir à ces textes parce qu'il n'est pas dit que dans 3 ans, quand on aura des contrôles fiscaux sur ces choses-là, on nous dise pas, mais est-ce que vous avez bien documenté votre abandon de loyer, ceci, cela. Heureusement, nous avons le texte, donc ce sera permis. Un dernier mot sur quelque chose qui peut être intéressant pour nous maintenant, c'est-à-dire la réévaluation libre, puisque est-ce que c'est un changement des méthodes? Et non, puisque je vous l'ai dit, c'est-à-dire que depuis le 31 décembre 2020, donc la loi de finances a prévu que nous pourrons faire plus exactement des réévaluations libres, à partir donc du bilan de cette année, pendant encore 2021 et 2022 pour l'instant, sachant que ces réévaluations libres ont un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impôt à payer tout de suite. Les réévaluations libres étaient prévues depuis 1984, mais qui disait réévaluation disait imposition l'année même. Cette loi, cet ajout dans la loi de finances nous permet d'avoir donc des réévaluations, comme je vous le dis, peut-être intéressantes, parce que donc on ne payerait de l'impôt que si, justement, au moment de la réalisation du bien qui est à l'actif de la société. Ce qui veut dire que vous avez une différence à faire entre les immobilisations amortissables et les immobilisations non amortissables, sachant que les réévaluations libres ne sont possibles que pour les immobilisations corporelles et financières. Les fonds de commerce, brevets et marques sont exclus. Les stocks et valeurs mobilières de placement aussi. Donc, cette réévaluation libre n'affecte pas le résultat. Cette réévaluation libre est comptabilisée en capitaux propres, en compte 1052 pour ceux qui sont intéressés, qui s'appellera écart de réévaluation libre.
Et ensuite, ce montant pourra être incorporé au capital ou transféré dans des réserves distribuables lorsque l'écart sera réalisé. En ce qui concerne les modalités d'application, comme je vous l'ai dit, l'écart est imposé de façon échelonnée sur les biens amortissables et pour les immobilisations non amortissables, alors terrain, barrez vite clientèle et marque et droit au bail, je me suis emballée sur les immobilisations non amortissables. Ça, vous pouvez le barrer. Le sursis d'imposition de l'écart et de réévaluation est prévu et lors de la cession, bien évidemment, quand même, la plus-value est imposable, mais elle ne sera calculée que d'après la valeur. Elle ne sera calculée que sur la valeur non réévaluée. Bien sûr, on ne va pas vous faire un cadeau ad vitam aeternam, mais je pense que c'était un point que vous devez au moins connaître. Merci à vous. À toi, Estelle, pour la facturation, qui est un point que j'adore. Merci beaucoup, Annick. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Estelle Michelotti, je suis avocate fiscaliste au sein du bureau PwC Avocat à Toulouse et j'interviens plus particulièrement sur des sujets de TVA et de factures dans son ensemble. On a souhaité, avec l'ensemble des membres de la commission, faire un point particulier sur le formalisme des factures parce que c'est un point vraiment récurrent que l'on a l'occasion de voir lors des contrôles fiscaux. C'est un point d'attention particulier de l'administration fiscale et donc c'est un point de risque. Et l'objectif aujourd'hui était de vous préparer, comme le titre de la conférence l'indique, à mieux anticiper un contrôle fiscal et être vraiment au point sur ces factures fait partie des priorités. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque associé important dans le cadre du formalisme des factures et du formalisme en général, car je pense qu'il faut le dire, de manière générale, le formalisme a aussi pris le pas lors des contrôles fiscaux. On le voit via les demandes de l'administration fiscale sur des déclarations que citait Martine dans les différentes sources d'informations, mais effectivement, produire sa DAS2, produire les différentes déclarations qui sont demandées par l'administration fiscale et sanctionnées par des amendes lourdes. Et c'est le cas aussi des factures. Alors peut-être Christian, sur la slide d'après, on a des sanctions associées aux factures au non-respect du formalisme des factures, avec une amende de 15 € par omission manquante sur une facture. Alors ça peut sembler assez anecdotique quand on se dit que c'est 15 € la mention manquante sur une facture, mais si on a en tête qu'un contrôle fiscal, c'est effectivement sur une période de 3 ans et que cette amende de 15 € est une amende par mention omise par facture, on peut arriver à un chiffrage de risque assez important, de sorte que c'est un point d'attention particulier. On l'a vu, moi personnellement, je l'ai vu lors de contrôles fiscaux, avec les moyens qui sont sur l'administration fiscale aujourd'hui, qui est en capacité, via notamment le fichier des écritures comptables, comme le disait Martine, d'arriver à faire des extractions de nature de flux ou de typologie de flux. Si on prend un exemple où on sait que sur une facture de vente à l'international, en exonération de TVA à l'exportation ou en livraison intracommunautaire, on doit mettre une mention spécifique sur la facture et si elle est manquante, on a 15 € d'amende multiplié par le nombre de factures par flux sur 3 ans. Moi, j'ai eu le cas dans un contrôle fiscal où l'amende s'est élevée à 600 000 €. Donc, c'est effectivement un point d'attention particulier, d'autant que c'est un point qui peut s'avérer épineux, puisqu'il faut avoir la bonne mention sur la facture qui correspond à la bonne nature de transaction. On ne met pas sur sa facture la mention ou l'article pour les exportations, alors qu'on est en train de parler et d'opérer sur des livraisons intracommunautaires. Donc, il faut être très vigilant sur la pertinence de la mention sur la facture, puisque le texte nous dit, le 242 nonies annexe 2 pour ne pas le citer, qu'il est important de faire référence à la disposition pertinente du Code général des impôts ou de la directive communautaire qui donne droit à l'exonération. Il faut donc mettre le bon texte qui concerne la transaction considérée. Et la technique de qui peut le plus, peut le moins ne fonctionne pas, puisque j'ai eu très récemment le cas d'un contrôle fiscal où les mentions sur les factures étaient pour le coup trop importantes, puisque la société, dans le doute un petit peu sur l'application des textes, avait mis plusieurs textes, un petit peu en mode QCM, chacun choisit ce qui lui va bien. Ça ne fonctionne pas non plus, puisqu'il faut avoir la bonne disposition et mettre son client en situation d'appliquer un bon régime TVA s'il doit auto-liquider, par exemple. Et donc là aussi, application d'amende, même s'il y avait des mentions sur la facture, elles n'étaient pas pertinentes, elles étaient trop nombreuses.
et donc mettez le client dans l'impossibilité de pouvoir faire le bon traitement de TVA. Donc là aussi, application de mention de l'amende sur ce fondement-là. La facture, c'est un point fondamental dans la fiscalité, c'est un point fondamental parce que c'est aussi la facture qui est votre justificatif de votre droit à déduction, à la fois pour l'impôt sur les sociétés et à la fois pour la TVA. Et il faut rappeler que s'assurer que les factures que l'on reçoit de ses fournisseurs sont correctes et sont formellement conformes est aussi un point d'attention important. Donc il faut avoir en tête qu'on est à la fois en charge de s'assurer de la bonne émission de nos factures en tant que société et envers nos clients, mais également de la bonne réception de factures conformes pour justifier des droits de déduction de la TVA. Donc c'est vraiment un point d'attention fondamental, d'autant que, et c'est sur ça aussi sur lequel je voulais attirer votre attention, l'administration fiscale évolue, comme on l'a dit précédemment, dans ses techniques et dans ses outils. Et je souhaitais également attirer votre attention sur un point important que l'on constate sur les contrôles fiscaux depuis quelques années, c'est la documentation de la piste d'audit fiable qui vient compléter ce formalisme des factures et qui est une documentation, une nouvelle, une autre, on le sait, le contrôle fiscal, c'est une question aussi de documentation, comme le disait Annick. La documentation de la piste d'audit fiable, en quelques mots, c'est de la formalisation de l'ensemble de vos procédures, de vos process, de la façon dont vous gérez la TVA dans vos outils, dans vos systèmes. Et ça concerne toute société, de la plus petite à la plus grande. Il n'y a pas d'effet de seuil. Et ça doit être présenté en cas de contrôle fiscal. C'est une obligation depuis 2013, donc on l'avait un petit peu laissé de côté un certain temps, mais elle revient sur le devant de la scène depuis maintenant bien 2 ans lors des contrôles fiscaux, et elle se matérialise de différentes manières, cette obligation, soit via les questions que pose un contrôleur dans le contrôle fiscal, puisqu'il va demander quelles sont les procédures mises en place dans la société, les contrôles qui sont mis en place pour s'assurer de la bonne application de la TVA, tout un tas de questions liées au paramétrage aussi dans les outils, parce qu'on oublie parfois euh, que tout est souvent géré dans des systèmes d'information dont on doit se porter garant et qu'il faut avoir revu et dont on doit assurer le contrôle. Et puis, on peut avoir des demandes beaucoup plus poussées avec carrément des demandes de documentation où le contrôleur vous dit: «Merci de me communiquer votre documentation de la pièce d'audit fiable», ou des questions qui sont des questions via des traitements informatiques, hein, où le contrôleur peut aller jusqu'au cœur du système, vous demander des précisions sur la façon dont votre système est construit, quelles sont les règles de gestion qu'on a données au paramétrage pour pouvoir émettre une facture sans TVA. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont importants et qui sont vraiment à mettre au cœur de vos moyens d'anticipation et de bonne gestion d'un contrôle fiscal. Donc, s'il fallait retenir aujourd'hui 2 choses, pensez à revoir vos factures, pensez à préparer votre documentation de la piste d'audit fiable, et puis, voilà, et puis pensez à revoir vos systèmes d'information, à s'assurer que le paramétrage de vos outils a été fait dans cet angle-là, c'est-à-dire avec en prise en compte de l'aspect gestion de la TVA et de l'aspect formalisme. Pour l'avoir vu dans différentes sociétés, ce n'est pas toujours le cas. Le paramétrage peut être parfois un point de difficulté, et donc anticipation reste le maître mot, préparation de la documentation, et puis, peut-être si on doit parler des factures, pensons aussi à l'avenir. Pensons à la facturation électronique avec cette volonté du gouvernement d'instaurer la facturation électronique à partir de 2023, avec du coup des transmissions de données à l'administration fiscale qui aura encore plus d'éléments qu'aujourd'hui pour procéder à des contrôles. Les données de facturation seront transmises via des plateformes d'administration fiscale, donc c'est ce qu'on va appeler le e-invoicing. Mais il est aussi prévu dans ce nouveau dispositif tout un volet e-reporting, c'est-à-dire transmission d'autres éléments complémentaires qui pourraient peut-être même aller jusqu'au pré-établissement de la déclaration de TVA, avec des données aussi liées, par exemple, au statut des factures et au paiement des factures, ce qui sera un moyen pour l'administration fiscale de contrôler, par exemple, l'exigibilité de la TVA, notamment sur la partie TVA déductible, où
Je vous rappelle que sur les services, sauf option pour les débits, on ne peut déduire la TVA que lorsqu'on a payé la facture de service correspondante. Donc vraiment encore de nouveaux panels et de nouveaux outils qui seront mis à disposition de l'administration fiscale et qu'il faut désormais anticiper. 2023, on est qu'en 2021 certes, mais revoir tout son système d'information et de facturation pour anticiper cette nouvelle obligation à horizon 2023 de facturation électronique avec tout ce que ça va impliquer de mise à plat en termes de gestion, de gouvernance TVA et d'outils également. Je pense que ça reste aussi un point à garder en tête pour l'avenir. Merci Estelle. Vraiment, bon, je vous remercie toutes les quatre pour vraiment le niveau et la qualité de vos interventions. J'espère que de l'autre côté de vos écrans, vous avez pu apprécier. C'est important que nous, on puisse vous donner ce niveau d'information, que vous puissiez préparer vos activités à ces contrôles fiscaux. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très réjouissant, mais c'est important quand même de s'impliquer. Alors, en conclusion, et après, on regardera s'il y a quelques questions. En conclusion, je fais vite et bref, c'est que les deux remarques, c'est que l'administration fiscale, donc, elle a vraiment basculé dans une ère numérique. Il faut en prendre conscience. Et le traitement des données, aujourd'hui, elle se fait de façon intelligente. Je vais vous donner juste une information. Bercy, aujourd'hui, c'est une administration où on diminue le nombre d'agents. Par contre, on réinvestit des cellules qui sont beaucoup plus techno et ils traitent les données de façon beaucoup plus professionnelle qu'auparavant. Donc, ça devient de plus en plus efficient comme administration. Et le deuxième point que je peux faire, la deuxième remarque que je peux faire, c'est que le contrôle fiscal et son recouvrement aujourd'hui sont devenus une ressource, je dirais, au niveau du budget de l'État, puisque c'est 11-12 milliards, c'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, l'État compte sur ces recettes-là. Donc ça veut dire qu'en effet, les taux concernant l'entreprise et concernant donc les contrôles fiscaux, il ne va pas se desserrer. C'est-à-dire qu'en effet, cet argent-là, ils vont aller le chercher. Donc c'est à nous aujourd'hui d'être informés, de vous informer, de vous mettre dans des bonnes positions pour qu'en effet, vous ne soyez pas sujet de contrôles fiscaux. Voilà, la commission fiscale du MEDEF 31 vous remercie de votre participation et on continue à vous accompagner. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous évoquions comme ça en webinaire, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On est friand de cette interactivité. Alors, c'est vrai qu'on ne peut plus travailler en présentiel, dans une grande salle, tous ensemble, où c'est beaucoup plus convivial, mais j'espère qu'on pourra le faire bientôt. Voilà. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Alors, c'est très gentil. On voit que… Oui. J'ai répondu, Christian. Il y avait une personne qui avait posé une question sur ces demandes. Là, j'ai répondu vite fait. Bon, super. Très, très bien. En tout cas, le lien n'est pas coupé. Vous savez où nous trouver. Vous nous interpellez et on revient vers vous. En tout cas, ce qu'on vous souhaite à tous et à toutes, c'est que vos activités reprennent normalement. J'espère qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, qu'on puisse y avoir des échanges et que vos activités diverses soient prospères pour la fin de cette année 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes une très excellente journée. Merci encore à mes rôles de dame qui m'accompagnent et qui me permettent comme ça de vous apporter une contribution vraiment de haut niveau. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.